Quelles sont les connaissances minimales que devrait avoir une personne pour atteindre son plein potentiel? Vous êtes ici sur Terre pour atteindre votre plein potentiel et ça ne se fera pas tout seul. Il faut le faire vous-même. Il faut que vous preniez la décision de le faire. Il faut savoir comment faire. Ici sur cette chaîne, c'est de ça qu'on va parler. Je vais le redire et le redire. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de pilule miracle. N'attendez pas qu'il arrive un libérateur. En réalité, le libérateur, c'est vous-même. Il faut décider. Il faut y croire. Il faut passer à l'action. Aujourd'hui, de quoi je vais parler? Parce que chaque fois que je vais parler d'un sujet, je me rends compte que tout peut être interprété de la mauvaise façon. Tout de suite, pour commencer, je vais distinguer les personnes en 3 catégories. Il y a les premiers qui sont extrêmement prêts à changer. Ils sont, je dirais même, dans un stade avancé. Donc, c'est des gens qui sont comme des radars. Ils sont en train de capter toutes les informations qui peuvent les aider. Ils lisent beaucoup, ils écoutent, ils réfléchissent. Et ils ont déjà traversé le processus, disons, intermédiaire où on est en train de se rendre compte que telle nourriture, telle chaîne de télé, tel type de programme, tel magazine, c'est vraiment mauvais pour nous. Puis tant et aussi longtemps qu'on reste d'une certaine façon pollué par ce genre de choses, on ne s'en sortira jamais. Donc c'est des gens qui ont déjà franchi cette étape, ils ont déjà sacrifié les mauvaises choses, ils ont intégré dans leur vie les bonnes choses, non pas parce qu'un gourou l'a dit, mais parce qu'ils ont compris. Parce qu'avec moi, il faut comprendre. Et tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est pas 90, c'est 100% des gens ont cette capacité de tout comprendre, malgré ce qu'on essaie de vous faire croire depuis votre naissance, tout le monde est capable d'appliquer, c'est non discutable. Alors il y a les gens qui sont extrêmement prêts, qui sont vraiment, non seulement dans le processus de changement, dans le bon sens du terme. C'est pas quelqu'un qui essaie de s'enrichir en volant les autres, ou en arnaquant, puis en magouillant. Je parle de vraiment amélioration de la santé, amélioration de la santé mentale, de la conscience. Vraiment quelqu'un qui va être extrêmement positif pour lui, pour son entourage, et même, je dirais, pour l'humanité en général. Faire de l'argent en volant les autres, en arnaquant les autres, puis avoir la conscience tellement mal au point qu'il faut prendre des médicaments ou de l'alcool chaque soir pour s'endormir, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. De toute façon, le corps va vous le rappeler tôt ou tard. Bon, ça, c'est la première catégorie qui sont déjà prêts. Puis, il y a l'autre extrémité. C'est des gens qui sont vraiment pas prêts et dont ils ont un problème. Par exemple, il est alcoolique. Dès que tu vas lui parler de quelque chose qui va l'aider à s'en sortir, au lieu de t'écouter, il voit ça comme une agression. Donc, quelqu'un qui va lui donner une bouteille d'alcool, c'est un ami. Quelqu'un qui va essayer de le conseiller, lui expliquer comment le foie fonctionne, quels sont les processus qui sont en train de se passer dans son foie, que maintenant, il ne voit pas, puis à un certain moment, ça va être trop tard et ils ne veulent pas entendre ça. Et d'ailleurs, pour eux, personne ne change. Personne ne change. Au fond, tous les gens qui ne les aiment pas réellement, donc si je te pousse à boire, ben, je ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas jouer sur les mots. Puis si je veux que tu t'en sortes, ben je t'aime. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas dire t'as raison, tiens, bois. L'amour n'est pas dire t'es endetté, c'est pas grave, sors ta carte, on va dépenser, on va vivre. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est de la haine. Le vrai amour, c'est quelqu'un qui va te pousser dans la bonne direction. Et les bonnes directions, je le redis, c'est la santé, c'est la conscience tranquille, c'est beaucoup de choses. De toute façon, je vais pas le redire à chaque vidéo. Je pense dans quasiment la toute première, j'ai expliqué un peu ça. Je reviendrai pas là-dessus maintenant. L'essentiel. Donc, il y a cet extrême. Ils sont prêts tellement à argumenter pour justifier leur état actuel. Ils sont victimes de tout. C'est le gouvernement, c'est les parents, Finalement, ils cherchent toutes les excuses, mais ils cherchent jamais de solution. Et je parle vraiment de chercher de solutions pour leur vie, pour leur santé, pas pour n'importe quoi. Je parle des choses importantes, qui sont vraiment importantes pour chaque être humain. Parce que des fois, on essaie de nous faire croire que certaines choses sont importantes alors qu'elles ne le sont pas. Bon, entre ces deux extrêmes, il y a la partie du milieu et c'est vraiment à ces gens-là que je m'adresse. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, un surplus de poids, et des problèmes d'argent et ils aimeraient tellement, ils vivent dans presque une angoisse parce que d'un côté, ils sont conscients de leurs problèmes puisqu'ils vivent avec, donc c'est un stress permanent, et d'un autre côté, ils aimeraient tellement s'en sortir, mais ils se sentent totalement impuissants. Ça, c'est l'état le plus fatigant, parce que, tu constates les faits, mais d'un autre côté, tu te sens totalement impuissant. Donc, ces gens, d'un côté, ils veulent s'en sortir, d'un autre, ils ont déjà essayé tellement de choses, ils sont vraiment dans le doute. Quand tu as essayé 3, 4, 5, 6 choses, et que ça n'a pas marché, ben, ça devient plus difficile d'entamer autre chose, puisqu'il y a une partie de ta tête qui va te dire, ben, ça n'a pas marché la première fois, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, pourquoi ça marcherait tout de suite? Et moi, je leur dis, en réalité, avant de commencer quoi que ce soit, tu peux savoir d'avance si ça marche ou ça marche pas, si tu le comprends. Et pourquoi vous avez commencé des choses qui n'ont pas marché? Parce que vous comprenez pas. Donc moi, ma façon de voir les choses, chaque
être humain est capable de comprendre. Je veux que vous appliquiez des choses, mais avant de les appliquer, je veux que vous le compreniez. Alors quand tu les comprends, si je dis une pomme plus une pomme, ça donne quoi? Je pense que je n'ai pas besoin de dire croyez-moi que c'est 2. Non, vous le savez que c'est 2. C'est aussi clair que ça. Donc il faut comprendre à la base comment ton cerveau fonctionne, comment ton corps fonctionne, comment l'environnement fonctionne, comment le marketing qui t'entoure de partout, à la télé, dans les journaux, un peu partout fonctionne. C'est beaucoup de concepts que tout le monde connaît les appellations, mais personne ne sait comment ça fonctionne réellement. Ici, WAD 100% potentiel, c'est de 100. Je veux que tout le monde comprenne. Et une fois que vous avez compris, il n'y a plus de doute. Le voile de l'ignorance va se lever. Il n'y aura plus de doute. Ça va devenir très clair. Vous n'avez pas besoin de me croire ou de croire qui que ce soit. Vous allez croire la logique et les faits réels. C'est à ces gens-là que je vais m'adresser. Ceux qui sont dans ce doute permanent. D'un côté, ils veulent changer. D'un autre côté, ils n'arrivent pas. Et ils ne veulent pas changer depuis hier. Ils veulent changer depuis longtemps. Donc moi, on va aller expliquer point par point. Donc j'avais parlé du subconscient, je le redis encore une fois, si tu comprends pas le subconscient, comment il fonctionne, je vous le dis tout de suite, jamais vous allez changer. Il faut absolument comprendre, vous avez un programme et ce que vous faites sur une base régulière est devenu une sorte de programme automatisé qui va tout le temps se refaire. La même fille attirée par les cons va tout le temps être attirée par les cons, à moins qu'elle comprenne que c'est imprégné dans son subconscient et qu'elle comprenne comment elle en est arrivée là et qu'elle comprenne que c'est modifiable et qu'elle l'applique. Pour tous les aspects, le subconscient est extrêmement important. Après, j'ai parlé de la notion de vouloir. L'essentiel, dans chaque vidéo, je ne veux pas reparler de tout. Maintenant, les dernières fois, ce que j'ai parlé, c'est le facteur temps. Et j'ai remarqué que les gens comprenaient mal, parce que là aussi, il y a des gens qui vont tout le temps mal interpréter ou trouver le petit angle qui fait que ça décourage puis qu'on passe pas à l'action. Donc, quand je parle de facteur temps, je vais donner deux petites anecdotes qui me concernent personnellement. Moi, j'aime donner des exemples parce que de toute façon, moi-même, mes enseignements personnels, non seulement viennent de ce que je vois autour de moi, de ce que j'ai lu, des livres, des recherches et ainsi de suite, mais aussi de ce que j'ai vécu moi-même. Et ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai deux petites anecdotes à vous raconter. Bon, je pense que je l'ai dit un certain nombre de fois, je suis vraiment un maniaque de tennis, j'adore ça, puis je joue au tennis depuis que je suis très jeune. Et la première anecdote, là je vous rappelle, on parle du facteur temps, c'est qu'à un certain moment, j'avais un client, on parlait de tout et de rien, donc c'était une relation plus ou moins superficielle, que je connaissais pas vraiment sa vie, ni lui la mienne. Puis à un moment, j'ai dit, il faut que je te laisse, il faut que j'aille jouer au tennis. Quand je dis ça, il a fait comme un pas en arrière, les yeux ouverts, il dit, au tennis? Tu joues au tennis? Je dis, oui. On a commencé à parler, et il m'a appris que ça faisait plus de 10 ou 12 ans qu'il jouait au tennis. Donc 10-12 ans au tennis, forcément, tu joues bien. Il m'a dit, toi? Je dis, moi aussi. Je dis, depuis que je suis très jeune, je joue. Il m'a dit, est-ce que ça dérangerait qu'on joue ensemble? Et finalement, il me rappelle, on va jouer ensemble. Sauf que là, quand on joue, moi, je m'attendais à un certain niveau. Sauf que je me suis rendu compte qu'il avait l'air vraiment d'un débutant. Vraiment. Donc, c'est comme si plus je donnais un cours de tennis que de jouer avec quelqu'un. Puis lui, de son côté, il m'a dit, il savait pas que je jouais aussi bien que ça. Après, finalement, j'ai posé des questions de façon un peu détournée, un peu discrète. Je posais des questions sur les 12 ans qu'il joue au tennis. Mais finalement, sur les 12 ans, il a joué peut-être 15-20 fois par année. Donc, en bout de ligne, quand on parle de facteur temps, 12 ans, ça ne veut rien dire. C'est combien de fois tu as joué. C'est-à-dire, si lui, au lieu de jouer 10 fois par année en 12 ans, là, on va simplifier, on va être vraiment simplifié pour exagérer, pour que ça devienne clair. C'est-à-dire, en 12 ans, si il avait joué 10 fois par année en 12 ans, qui fait 120 fois, peut-être s'il avait joué juste 120 fois en une année, peut-être qu'il aurait eu le même niveau. Donc, d'une autre façon, quelqu'un qui a joué 12 ans ou 1 an, aurait pu être au même niveau s'ils avaient joué le même nombre d'heures. Donc au fond, c'est pas de 12 ans, c'est le nombre d'heures. Donc 12 ans égale 1 an. Donc quand on parle de facteur temps, il ne faut pas penser que ça, c'est question d'années. C'est question combien tu pratiques, combien tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est un facteur très important. Donc pour moi, le gars qui a joué 12 ans avait le niveau de quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience au tennis, pas plus. Ça, c'en est un exemple où 12 ans ne veut rien dire. Donc, quelqu'un peut franchir beaucoup plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez commencer quelque chose que quelqu'un pratique depuis peut-être 20 ans et dans 1 an, vous serez mieux que lui. Ça, c'est un facteur important qu'il faudrait retenir. Donc, pour qu'on élimine, ça va me prendre tellement de temps que je suis découragé, donc je ne commence pas. Donc, c'est pour
pour régler ce genre de réflexion. L'autre exemple, là aussi ça me concerne, et là je me rappelle quand j'étais jeune puis j'ai commencé à jouer au tennis, j'étais vraiment maniaque, je jouais tout le temps, je sais pas combien d'heures par jour, quasiment je jouais jusqu'à épuisement, puis je voulais juste me reposer puis reprendre tellement j'étais passionné et tellement j'aime ça. Et je pense ça faisait 10 ans à peu près, et vraiment tout le temps, j'adorais ça, je regardais ça à la télé, un vrai maniaque. À un certain moment, imaginez après 10 ans d'expérience, il arrive un jeune, si ma mémoire est bonne, c'était le fils de l'ambassadeur de la Bulgarie ou quelque chose comme ça, et lui arrivait puis il regardait le tennis, il n'avait jamais touché une raquette. Là il nous regardait puis on voyait la passion dans ses yeux, c'est comme il tombait amoureux du tennis, alors qu'il n'a jamais touché de raquette. Donc il nous regardait, instamment il vient avec son père, ils vont se renseigner, il commence à prendre des cours. Et moi je me rappelle, j'ai rigué parce que je le regardais, il était comme un petit élève studieux. Dès que le moniteur, l'entraîneur lui disait quelque chose, il faisait répéter, il dit ok, si j'ai bien compris, c'est ça l'essentiel. Moi, pourquoi je parle de lui? Parce que pendant nos pauses où on se reposait, on allait regarder. Puis moi, souvent, j'allais le regarder parce que je trouvais ça vraiment bizarre. Moi, je jouais exclusivement pour le plaisir de jouer. Et lui, je disais, on dirait qu'il n'a pas de plaisir à jouer. On dirait un étudiant universitaire. Donc, il prenait des notes. À un certain moment, le gars lui donnait des revers. Il ne voulait pas de revers, il voulait juste des coups droits. L'autre, j'ai dit, ça te prend absolument le revers au tennis. Il dit, je sais, mais je veux vraiment devenir assez bon au coup droit. Je vais frapper le maximum de coups droits pour m'améliorer vite. Une fois qu'il atteint un certain niveau, là, je vais commencer le revers. Donc, des fois, je le voyais toute la journée, c'est juste coup droit, coup droit, coup droit, coup droit. Plus tard, c'était revers, des smash, des services. Et l'essentiel, même si je jouais tout le temps, parce que lui a pris, je pense, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, j'ai joué avec lui un match et il m'a gagné. Et au début, moi, je pensais que j'allais le gagner facilement, donc j'ai commencé à jouer plus ou moins mollo, mais il a vite pris de l'avance. Donc j'ai resserré, il a fini par me gagner. Alors moi, c'est sûr que j'ai pas aimé ça. Je dis bon, c'est ma faute, je l'ai sous-estimé, donc c'est moi qui allais vers lui pour qu'on rejoue. Et finalement, je pense qu'on a joué 3 fois. La deuxième fois, c'était extrêmement serré, mais il m'a gagné. Et la troisième fois encore, j'ai passé un cheveu de le gagner, mais il m'a gagné encore. Au fond, on a joué 3 fois, puis les 3 fois, il m'a gagné. Donc là aussi, tout à l'heure j'ai parlé du facteur temps, que c'était pas le nombre d'années qu'on joue, c'était le nombre d'heures, mais en nombre d'heures, j'ai joué beaucoup plus que lui. Donc là, il y a un autre facteur, c'est pas juste le nombre d'heures. Qu'est-ce que tu fais durant ce nombre d'heures? Moi, je jouais pour le plaisir, je voulais jouer un match, je voulais gagner, c'était comme un jeu. Lui, on dirait que c'était un travail. Donc lui, la façon qu'il s'entraînait était plus comme un travail. Donc la qualité de ses entraînements, d'ailleurs moi, j'avais pas d'entraînement du tout. Ça m'intéressait pas de passer des heures à frapper mon revers. Même quand je voulais améliorer le revers, je faisais plus attention, j'analysais un peu, mais j'ai pas fait des séances de 2-3 heures de revers, de 2-3 heures de service et ainsi de suite. J'ai jamais fait, ça m'a jamais intéressé et je ne le regrette pas non plus. J'ai jamais pensé devenir professionnel au tennis, jouer pour le plaisir. Et lui, non. Et même, je dirais, à un certain moment, je m'étais absenté de ce club pendant 1 an et quand je suis revenu, il est devenu classé. C'est-à-dire, il a atteint un niveau beaucoup supérieur à celui que j'ai jamais atteint en un laps de temps très court. Conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est non seulement pas le nombre d'années qui est important, c'est le nombre d'heures. Et là aussi, ce n'est pas le nombre d'heures, c'est la qualité. Donc, c'est le mix entre quantité réelle et la qualité. Ça veut dire, si quelqu'un a commencé à faire quelque chose il y a 20 ans, il est possible de le rattraper peut-être en 1 an si on travaille beaucoup plus fort que lui et 2, on travaille beaucoup plus intelligemment. Donc le facteur temps, il faut le comprendre de cette façon. Il y en a qui vont dire, si telle personne, ça lui a pris 20 ans, donc pour moi, c'est trop tard. La personne qui a dit c'est trop tard, c'est une personne qui cherche les excuses. Donc, la morale de l'histoire, il faut commencer tout de suite. Il faut comprendre les choses. J'espère que vous avez compris le message. S'il y a des questions, je suis là. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Partagez au max. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir. Au revoir.